non seulement il veut pas jouer le jeu des médias, mais en plus dans son style de combat, il n'y a rien qui est flamboyant. On passe au combat suivant, William Gomis face à Joanderson Brito. Ah là 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 là, William Gomis. Il a pas mis TKO Yanis Gemouri. On sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être que c'était un coup au corps et qu'Yanis Gemouri a vraiment joué la comédie. On passe au dernier combat de cette carte. Et peut-être le plus dangereux. Je pense que beaucoup trop de gens surestiment Benoît Saint-Denis dans ce combat en tout cas. On sait en plus que Benoît Saint-Denis c'est un combattant qui prend des coups. Peut-être qu'il sera plus timide dans son striking. Peut-être qu'il y aura certaines choses qui auront changé dans son jeu. Sans parler du fait qu'il s'est séparé de Daniel Warin. La France risque de se faire humilier lors de l'UFC Paris de cette année. On n'a jamais eu un UFC aussi tendu pour nos Français. L'année dernière, on avait fait presque un sans faute. On était à 7 combattants français sur 8, sans côté Yanis Gemouri, qui avait fini victorieux à la fin de l'UFC Paris. Mais là, cette année, si on a même juste 50% de nos Français qui gagnent, je pense qu'on peut s'estimer heureux. Nassourdine Imavov, Benoît Saint-Denis, William Gomis, Kevin Jousset, Morgan Charrière, tous sont des combats compliqués. Je vais donner mes pronostics sur tous les combats français de cette carte, en commençant par Nora Cornol et en terminant par BSD. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à chaque fois les résultats de mes pronostics. Comme ça, on va voir si vraiment je suis un chat noir ou pas. Moi, je pense que ça va aider à casser ce mythe comme quoi Absalon MMA fait des mauvais pronostics. Rentrons directement dans le vif du sujet, ne perdons pas de temps. Nora Cornol. Alors, Nora Cornol, elle a une situation qui est assez favorable. Qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Donc Nora Cornol, je disais qu'elle a une situation assez favorable. Elle attendait une adversaire bien plus compliquée que Jacqueline Cavalcanti. À la base, elle devait affronter Germaine de Randami. Germaine de Randami, c'est une légende de l'UFC. C'est la toute première championne des featherweight à l'UFC. Avant ça, c'était une légende du Muay Thai, du kickboxing. Donc c'était une adversaire vraiment compliquée pour Nora Cornol. Donc Nora Cornol, elle s'est évidemment préparée pour Germaine de Randami de la meilleure des manières. Du moins, c'est tout ce qu'on peut espérer de la part de Nora Cornol. Et là, finalement, elle va affronter Jacqueline Cavalcanti, une Portugaise qui n'est pas négligée pour autant. C'est justement celle qui avait battu Zara Fern à l'UFC Paris dernier. Je vous ai dit qu'on avait 7 Français sur 8 qui avaient été victorieux. Et ben c'est à Jacqueline Cavalcanti qu'on doit cette seule défaite. Autant dire qu'elle va venir avec une certaine confiance, une nouvelle fois à Paris. Nora Cornol va devoir détruire cette confiance. Mon pronostic, évidemment, il se penche vers la Française. Je dis évidemment, mais en fait, tous mes pronostics sont pas forcément patriotiques. Donc là, pour le coup, c'est vraiment factuel. Mon pronostic se penche vers Nora Cornol. On passe du coup au deuxième combat d'un Français sur cette carte. Taylor Lapillus contre Vince Morales. Taylor Lapillus, il est dans une situation assez particulière. On sait qu'il était rentré à l'UFC en 2015, il avait fait ses 4 combats. Sur les 4 combats, il a gagné 3 de ses combats, il en a perdu un seul. Dans les 3 victoires, il y avait une victoire qu'il avait terminée avant la limite. Sa défaite, c'était une défaite par décision. Et malgré tout ça, l'UFC s'était quand même séparé de lui. La raison majeure pour laquelle l'UFC s'est séparé de lui, puisqu'il y en avait probablement plusieurs, mais c'était parce que c'est tout simplement pas un combattant très spectaculaire. Son style est assez efficace, mais loin d'être spectaculaire. Ce qui rend la situation de Taylor Lapillus encore plus particulière, c'est le fait qu'il a réintégré l'UFC, il a réussi à regravir les échelons pour réintégrer l'UFC, et il va se retrouver dans le même scénario. C'est-à-dire que là, il va arriver à son 4e combat dans ce nouveau contrat. Il va encore arriver à 3 victoires et une défaite, en espérant encore qu'il ait cette victoire, parce que pour l'instant, même la victoire, il ne l'a pas encore. Sa défaite, pareil, c'est une décision. Ses victoires, c'est toutes des décisions cette fois-ci, en tout cas les deux. Et s'il ne fait pas une performance spectaculaire ce week-end, on peut craindre qu'il se passe encore une fois la même chose. Donc son défi pour cet UFC Paris, c'est vraiment de nous faire quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Et ça va pas être une mince affaire face à Vince Morales. Vince Morales, c'est un combattant qui est particulièrement dangereux au sol. Donc ça m'étonnerait pas que Taylor Lapillus garde justement la distance comme il sait très bien le faire. Ce serait quand même la stratégie la plus intelligente à faire s'il veut gagner ce combat. Le problème, c'est que là, il doit gagner ce combat avec la manière. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire. Vince Morales est quand même à 5 victoires d'affilée, donc 4 par finish. Ça va être un gros défi pour Taylor, surtout si son but c'est de le finir. Maintenant, j'espère que Taylor va venir avec la même énergie avec laquelle il était venu face à l'Irlandais l'année dernière et qu'il va trouver un moyen de finir le combat. Mon pronostic, c'est qu'il va pas finir le combat. Je pense que Taylor Lapillus va effectivement s'imposer, mais comme il sait le faire, avec un jeu intelligent, à distance, quelque chose qui serait pas forcément très spectaculaire. Malheureusement, c'est d'une victoire spectaculaire dont il va avoir besoin ce week-end, et je le vois pas faire ça à l'UFC Paris. On passe au combat suivant. Oumar Sy. Oumar Sy, c'est un combattant qu'on aurait pu voir à l'UFC bien plus tôt, mais on sait qu'il avait eu des problèmes avec le KSW, des problèmes contractuels. Bon, maintenant c'est derrière lui, enfin il est à l'UFC. Il a déjà fait ses débuts du coup, c'était à l'Apex en mai dernier. L'UFC semble avoir de bons plans pour lui. De l'autre côté, Daun Young, sur la pente descendante, c'est un combattant qui est à l'UFC depuis maintenant 5 ans et il n'a pas trouvé le chemin de la victoire depuis maintenant 3 ans. Le Coréen est actuellement à 3 défaites d'affilée et je suis à peu près sûr qu'Oumar Sy va lui infliger sa 4e de suite. On peut directement passer au combat de la carte principale, le premier combat de la carte principale, Faresiam contre Matt Frevola, et c'est là que ça se gâte un peu. Déjà qu'on soit clair, il y a une raison pour laquelle vous m'avez pas beaucoup entendu parler des combattants français en 1 an et demi,
c'est parce que ça crée des conflits, des petites tensions, des choses qui sont pas forcément nécessaires. La critique n'est pas forcément reçue de la même manière quand elle vient d'un compatriote. Et d'un autre côté, je trouve pas ça forcément pertinent de couvrir un combattant de louange juste parce que c'est un compatriote. Je continue mon disclaimer. Je respecte à 100% Faresiam, je respecte ce qu'il a accompli à l'UFC. Il est à l'UFC depuis maintenant 5 ans. Il compte 5 victoires pour seulement 2 défaites dans l'organisation. C'est super respectable. Maintenant, non seulement il veut pas jouer le jeu des médias, mais en plus, dans son style de combat, il n'y a rien qui est flamboyant. Et on est dans un sport où, encore une fois, c'est pas juste du sport, c'est aussi du spectacle. Si tu veux progresser sportivement, il faut forcément un minimum jouer le jeu. Faut trouver sa stratégie. Soit on est spectaculaire dans la cage comme Shavkat Rakhmonov ou encore Nassourdine Imavov et on n'aime pas trop parler à l'extérieur, soit on parle à l'extérieur pour compenser le fait que dans la cage on n'est pas forcément flamboyant comme un Kobe Covington ou un Merab Dvalishvili qui a un style complètement ennuyeux mais au moins il compense avec le divertissement qu'il nous offre à l'extérieur de la cage. Donc voilà, c'est un jeu à comprendre et par lequel il faut jouer. Si maintenant Faresiam il veut pas le jouer, moi je comprends parfaitement la philosophie de vie de Faresiam, mais le vrai problème dans sa philosophie c'est qu'il n'a pas le complément qui va avec pour réussir à l'UFC, c'est-à-dire être spectaculaire dans la cage. Faresiam c'est un striker de l'UFC qui en 7 combats n'a aucun finish. De l'autre côté, Matt Frevola compte 3 victoires par KO au premier round sur ses 4 derniers combats. Matt Frevola c'est un combattant assez agressif qui n'hésite pas à prendre des risques, c'est pour ça qu'il s'est autant fait mettre KO à l'UFC, je crois qu'il s'est fait mettre KO 3 fois à l'UFC. Maintenant, ne laissez pas le fait que Matt Frevola s'est dernièrement fait mettre KO salement par BSD vous faire croire qu'il est au niveau de Faresiam. Je pense que vous avez compris mon pronostic dans ce combat, j'ai pas forcément besoin d'en dire plus. On avance du coup. Morgan Charrière. Morgan Charrière contre Gabriel Miranda, pareil, c'est un combat compliqué. Je vous ai dit sur toute cette carte, il n'y a que des combats compliqués pour les Français. Encore un petit disclaimer, Morgan, c'est un combattant que je respecte énormément. Comme beaucoup, je pense qu'on est énormément à l'apprécier. Carrément, je viens encore de faire une vidéo dédiée à Morgan Charrière qui sera postée bientôt sur mon compte Absalon MMA. En bref, Morgan, il a tout pour être une superstar de l'UFC. Sauf peut-être le niveau. Il a le bon look, la bonne communication, le bon style de combat. On se souvient qu'il a perdu son dernier combat, mais rappelez-vous aussi qu'il a eu un bonus pour ce dernier combat et je crois même que ça a été élu le combat du mois. Maintenant, si Morgan Charrière n'a pas réussi à se faire mariscal, ça risque d'être tout aussi difficile face à Gabriel Miranda. Gabriel Miranda, c'est justement l'adversaire que Benoît Saint-Denis avait affronté au tout premier UFC Paris. Il compte 17 victoires en carrière, dont 6 défaites. Dans ces 6 défaites, il y a celle que lui a infligée Benoît Saint-Denis. Autant dire qu'il va venir avec un esprit revanchard à Paris face à Morgan Charrière. Gabriel Miranda, c'est 16 victoires par soumission en carrière. Je serais vraiment pas étonné de le voir soumettre Morgan Charrière ce week-end. Maintenant voilà, du côté de Morgan Charrière, ça reste une belle occasion de montrer qu'il mérite sa place dans le classement de l'UFC, de montrer qu'il a vraiment des ambitions d'aller vers l'avant. Dans tous les cas, mon pronostic va vers Morgan Charrière. On arrive du coup au combat du sacrifice. Pourquoi j'appelle ça le combat du sacrifice? Parce que là, on a 2 prospects que l'UFC aurait pu utiliser. J'avais fait une vidéo où j'expliquais que l'UFC c'est mieux que la boxe anglaise, non pas que je comparais les 2 sports, mais je compare les 2 fonctionnements, les 2 philosophies. En boxe anglaise, on conserve les superstars jusqu'à ce qu'elles soient à un certain niveau pour les opposer à d'autres superstars. À l'UFC, et je dis bien à l'UFC, mais du coup la culture de l'UFC déteint surtout le MMA, on oppose les superstars, même jeunes, très tôt dans leur carrière, du moins ils n'hésitent pas, et là ils vont brûler quelqu'un. C'est que Brian Battle, c'est un combattant qui est très très populaire du fait il est sorti déjà de l'émission de télé-réalité de l'UFC, le TUF. C'était le dernier à être choisi par les 2 équipes, The Last Pick. Et finalement, c'est lui qui a gagné le TUF. Donc, c'est toujours une histoire que les Américains adorent. Brian Battle, il a donc cette fame aux États-Unis. Maintenant, il faut encore qu'il prouve dans la cage. Face à lui, il y a Kevin Jousset. Kevin Jousset qui a évolué un peu dans l'ombre. Tout le monde connaît un peu son nom du fait qu'il s'entraîne avec Adesanya, Volkanovski, Dan Hooker, etc. C'est le combattant qui, soi-disant, a maltraité Adesanya à l'entraînement. C'est le combattant qui a gagné 2 ceintures dans l'organisation où Adesanya n'en a gagné qu'une. Voilà, c'est beaucoup de louanges qui lui sont faites en coulisses. Maintenant, on le voit au devant de la scène. La dernière apparition qu'il nous a faite, c'était face à un Coréen. Je ne sais plus qui était le Coréen. En tout cas, je sais que ce Coréen avait affronté avant ça Ian Gary. Ian Gary l'avait battu, Kevin Jousset l'a battu aussi. La performance de Ian Gary, pour moi, était moins impressionnante que celle de Kevin Jousset. Kevin Jousset, ce qu'il a fait, c'était une masterclass de striking. On voit vraiment avec qui il s'entraîne. Genre, on voit le City Kickboxing à travers son striking. Et effectivement, Kevin Jousset avait fait une masterclass bien plus remarquable, selon moi en tout cas, que celle de Ian Gary. Pourtant, Ian Gary avait terminé le Coréen en question. Je vais arrêter de l'appeler le Coréen, je vais trouver son nom parce que c'est un peu un manque de respect. Song Kanan, du coup. C'est Song Kanan, le Coréen en question. Mais bref, Kevin Jousset avait fait une masterclass. C'est un bon combat référence à aller voir pour ceux qui découvrent Kevin Jousset. Le combat contre Song Kanan. Souvent, on se dit que l'UFC a quand même un favori dans le combat. Ils ont quand même
un combattant qu'ils aimeraient voir gagner pour la suite de leur plan. Par exemple, on sait très bien qu'ils voulaient que Sean O'Malley gagne contre Merab parce que Sean O'Malley est une superstar. Là, dans ce combat, on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'ils veulent vraiment brûler leur superstar Brian Battle en le mettant face à Kevin Jousset devant le public de Kevin Jousset, ou est-ce qu'ils veulent que Kevin Jousset perde devant son public et que donc ça gâche un peu l'ambiance dans la salle, un peu comme on l'a vécu lors de l'UFC Noche où tous les Mexicains ont perdu, et ça a un peu gâché l'ambiance de l'UFC Noche, de la salle, ça gâche l'événement en lui-même. Du coup, que veut l'UFC dans ce combat entre Brian Battle et Kevin Jousset? C'est un peu un mystère, c'est le combat sur lequel je suis le plus incertain. Je vais quand même mettre une pièce sur Kevin Jousset, c'est pas seulement un pari patriotique, je pense que Kevin Jousset peut vraiment prendre le dessus. Maintenant, ça reste un combat très serré, j'espère que l'Américain ne va pas gâcher la fête. On passe au combat suivant, William Gomis face à Joanderson Brito. Ah là 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 là, William Gomis. William Gomis, le vrai problème dans la critique autour de William Gomis, c'est que très tôt dans sa carrière, il s'est mis à faire des interviews où il parlait de potentiellement battre des gros noms de sa catégorie. Alors évidemment, c'est un combattant, donc il doit être confiant. S'il aborde le combat sans penser que c'est le meilleur, bah, il fait le mauvais sport, ça on sait bien. Maintenant, le problème, quand tu prononces ce genre de mots, bah, il faut absolument le backup, il faut absolument montrer quelque chose dans la cage. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune victoire de William Gomis qui a été vraiment décisive. Sa seule victoire à l'UFC qui n'était pas une décision, bah, c'était une victoire assez controversée face à Yanis Gemouri, vous le savez bien. Il n'a pas mis TKO Yanis Gemouri. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être que c'était un coup au corps et qu'Yanis Gemouri a vraiment joué la comédie. En tout cas, il y a une controverse. C'est pas assez clair, c'est pas assez décisif comme victoire. Et même les deux autres combats qu'il a remportés à l'UFC, qui sont donc des combats remportés par décision, bah, il y en a un, c'est une décision majoritaire, et l'autre, c'est une décision partagée. Donc encore une fois, il n'y a pas de décision unanime, il n'y a rien qui est vraiment décisif pour l'instant du côté de William Gomis dans la cage. La dernière fois qu'on a voulu le voir combattre à l'UFC, c'était au Brésil face à un combattant qui était quand même assez dangereux, Silva. Et finalement, on en garde seulement un mauvais souvenir du fait qu'il y a eu ce weight cut raté. Évidemment, il a fait le poids, mais ça restait un weight cut raté. Et du coup, on en garde un mauvais souvenir. Difficile de croire en William Gomis avec tous ces éléments qu'il y a autour. Et pour rien arranger, bah en face, ils lui ont mis un tueur. Joanderson Brito, c'est un bulldozer. Il a 17 victoires pour seulement 3 défaites. Là, actuellement, il a 5 victoires d'affilée, soit par KO, soit par soumission. Je vois mal comment William Gomis pourrait le canaliser. C'est pas impossible. William Gomis, il a aussi ce style très MMA Factory, où il arrive à garder son adversaire à distance, à jouer de ses déplacements, de son striking, etc. Mais ça va être très compliqué de l'appliquer sur un combattant aussi agressif que Anderson Brito. Mon pronostic se tourne vers le Brésilien. C'est absolument pas contre William Gomis, c'est vraiment juste un pronostic objectif. Maintenant, évidemment, si William Gomis l'emporte face à Anderson Brito, je serai le premier à célébrer et à faire les louanges de William Gomis. C'est pas être à tous les râteliers, c'est tout simplement qu'il faut dissocier le soutien de la critique. Là, on fait une critique objective. Mais en dehors de la critique objective, évidemment, je soutiens le combattant français, particulièrement William Gomis, qui est attachant, etc. Je pense qu'on est assez grand pour pouvoir faire la distinction. On arrive du coup aux deux combats les plus importants de cette carte. Franchement, si on avait mis Nassourdine Imavov en main event à la place de Benoît Saint-Denis, j'aurais pas été choqué. Ça aurait même été logique en un sens, sachant que Nassourdine Imavov est devant Benoît Saint-Denis au classement. Il est 4ème, Benoît Saint-Denis est 12ème. On peut imaginer qu'après ce combat, Nassourdine Imavov obtienne un combat pour le titre. Maintenant, la différence entre Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis, c'est que Nassourdine Imavov, il n'a pas la même habileté au micro que Benoît Saint-Denis. Rappelez-vous de Benoît Saint-Denis après ses dernières victoires, il n'a pas hésité à prendre le micro et à faire des call-outs à tout va. Il n'a pas hésité à montrer ses ambitions au micro. De plus, l'UFC respecte énormément, je pense, le fait qu'il ait quand même accepté de faire le combat face à Dustin Poirier malgré son état de santé. L'UFC respecte aussi son style de combat. C'est un combattant assez spectaculaire dans la cage. Et il sait aussi être spectaculaire à l'extérieur de la cage. Quand je dis spectaculaire à l'extérieur de la cage, je parle évidemment de tout ce qui est trash talking. Voilà, il n'avait pas hésité à parler sur la team d'Islam Makhachev, mais du coup de Khabib Nurmagomedov aussi. Bref, c'est un combattant qui fait quand même un minimum parler de lui, assez subtilement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais Benoît Saint-Denis joue le jeu de la communication. Nassourdine Imavov, il choisit une autre voie, qui est une voie qui marche aussi, parce que lui, il est super impressionnant dans la cage et les gens ne réalisent pas assez à quel point Nassourdine Imavov est impressionnant dans la cage. Nassourdine Imavov, il avait détruit Edman Shabazian avec un crucifix, c'était impressionnant. Edman Shabazian dont on parlait comme une future superstar de l'UFC. Ensuite, il avait fait l'UFC Paris face à Joachim Buckley. Pareil, c'était une guerre qui nous a fait Nassourdine Imavov, très spectaculaire. Il y avait des petites embrouilles dans la cage. Même s'il parle pas anglais, c'est vraiment juste l'anglais qui lui manque. Même s'il parle pas anglais, l'UFC doit sentir que c'est un combattant qui apporte le spectacle. Avant de terminer Edman Shabazian, Nassourdine Imavov avait mis un KO à un autre combattant, Yann, j'ai oublié son nom, mais il avait mis un coup de genou qui était pareil, spectaculaire dans la cage. Après ça, Nassourdine Imavov, c'est devenu le premier combattant à finir Jared Cannonier dans la cage en middleweight en tout cas. Donc voilà,
Nassourdine Imavov, qu'on le veuille ou non, c'est un combattant spectaculaire, c'est un combattant qui emmène le show, c'est des beaux combats qu'il nous fait, des masterclass de striking, et il va à la bagarre, il n'hésite pas à se mouiller. Je trouve que c'est une caractéristique qu'on accorde très facilement à Benoît Saint-Denis, mais qu'on ne reconnaît pas assez souvent à Nassourdine Imavov. Si Nassourdine Imavov sort une performance spectaculaire face à Brendan Allen et qui choque la France avec, je sais pas, un énorme KO, alors on peut vraiment imaginer que son prochain combat sera pour le titre. On n'est jamais à l'abri d'un remplacement de dernière minute, d'une annulation de title fight, bref, il y a de grandes chances pour Nassourdine Imavov, s'il gagne ce combat de manière spectaculaire ce week-end, qui finissent par combattre pour le titre juste après. Mais avant de penser à tout ça, encore faut-il qu'il batte Brendan Allen. Brendan Allen ne pose aucun problème à Nassourdine Imavov debout, je pense en tout cas. Je pense que Brendan Allen, il peut poser une menace à Nassourdine Imavov au sol. Maintenant, le truc avec Nassourdine Imavov, c'est qu'on sait qu'il est chaud en lutte, on sait qu'il cache un peu son jeu à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il cache son jeu ou si c'était le problème au dos. Il me semble de mémoire que Nassourdine Imavov avait un problème au dos qui l'empêchait de vraiment se concentrer sur sa lutte. Mais bref, en tout cas, on sait que Nassourdine Imavov, c'est aussi celui qui aide Cyril Gane, malgré les deux classes de poids différentes. On sait que c'est lui qui aide Cyril Gane en lutte. Donc voilà, on sait que Nassourdine Imavov est bouillant en lutte. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça va donner face à un combattant aussi expérimenté que Brendan Allen? On dirait pas comme ça, mais Brendan Allen a seulement 28 ans, compte plus de 14 combats à l'UFC, 29 combats en carrière au total. Dans ses 29 combats en carrière au total, il compte 14 victoires par soumission. On se souvient qu'il avait même soumis Paul Craig, dont c'est la spécialité. Donc vraiment, il va pas falloir blaguer avec Brendan Allen au sol pour Nassourdine Imavov. Mon pronostic, du coup, vous l'avez compris, il va vers Nassourdine Imavov. On croise quand même les doigts parce que ça reste un combat délicat pour Nassourdine Imavov qui regarde derrière lui. Une défaite lui coûterait cher. Il a vraiment besoin de cette victoire, mais par contre, la récompense, j'espère, sera grande en cas de victoire. On passe au dernier combat de cette carte et peut-être le plus dangereux. Je pense que beaucoup trop de gens surestiment Benoît Saint-Denis dans ce combat en tout cas. Méfions-nous. Renato Moicano, c'est quand même un combattant qui a presque 10 ans d'expérience de plus que Benoît Saint-Denis. Ça fait pas de lui un combattant vieux pour autant. Il est encore parfaitement dangereux. L'UFC l'envoie pas au casse-pipe comme on pourrait le penser. Pareil, là, l'UFC sont en train de brûler une de leurs cartes parce que Moicano, c'est quand même un combattant qui est extrêmement populaire aux États-Unis. Il est populaire aussi au Brésil. Il avait failli se faire mettre KO, je vous rappelle, face à Jalen Turner à l'UFC 300. Il avait été sauvé par l'orgueil de Jalen Turner, disons. Et finalement, il avait quand même réussi à le soumettre, donc ça reste un combattant extrêmement dangereux. Pensez pas que l'UFC cherche à le sacrifier face à Benoît Saint-Denis, c'est ce qu'on peut penser si on regarde l'UFC d'un peu loin. Pas du tout. L'UFC serait pas mécontente si Renato Moicano venait gâcher la fête à Paris le 28 septembre. Renato Moicano, c'est 16 combats à l'UFC, 10 victoires par soumission, 25 combats en tout. Donc voilà, au-delà de l'expérience, Renato Moicano, c'est surtout un danger au sol. On sait que Benoît Saint-Denis, il a commencé par le sol, du moins c'est une de ses bases. Il y a très peu de personnes qui peuvent inquiéter Benoît Saint-Denis au sol, mais Renato Moicano en fait partie, les gars. On se souvient évidemment de ce que Benoît Saint-Denis avait fait à Dustin Poirier lors du premier combat, oui, puisque à cause du KO, il y a beaucoup de personnes qui ont oublié que Benoît Saint-Denis a fait de Dustin Poirier sa serpillère pendant tout un round. Ok, maintenant je pense pas qu'il devrait essayer de jouer à ce jeu-là avec Renato Moicano. Évidemment, on the feet, debout, Benoît Saint-Denis a un avantage considérable. Est-ce qu'il va réussir à garder le combat debout? C'est la première question. La deuxième question, c'est à quel point est-ce que Benoît Saint-Denis est prêt? Est-ce qu'il est vraiment revenu de cette défaite par KO dévastatrice face à Dustin Poirier? Ce genre de défaites, c'est des défaites qui laissent des séquelles pas seulement physiques, parce que déjà il y a les séquelles physiques, il risque de se refaire toucher et de retomber un peu plus facilement qu'avant. On sait en plus que Benoît Saint-Denis, c'est un combattant qui prend des coups. Donc voilà, il y a des séquelles physiques, mais il y a surtout des séquelles psychologiques. Tous les combattants ne sont pas forcément prêts à re-rentrer dans la cage après s'être fait mettre KO de cette manière. Peut-être qu'il sera plus timide dans son striking, peut-être qu'il y aura certaines choses qui auront changé dans son jeu, sans parler du fait qu'il s'est séparé de Daniel Warin. Donc voilà, tout ça, ça peut avoir un effet dans sa performance le 28 septembre. Personnellement, je pense quand même que Benoît Saint-Denis va s'imposer. Maintenant, encore une fois, beaucoup de personnes surestiment Benoît Saint-Denis dans cette confrontation. C'est peut-être le main event. On peut se dire que l'UFC a gardé le meilleur pour la fin, le feu d'artifice, mais ça peut être aussi la douche froide. Donc voilà. Faites attention avec ce combat. Mon pronostic va quand même envers Benoît Saint-Denis pour ce combat. Je pense qui peut terminer le combat avant la limite, et ce serait certainement sur un KO. Renato Moicano s'était presque fait mettre KO par Jalen Turner. Jalen Turner n'avait pas terminé. Je pense que Benoît Saint-Denis, s'il est dans la même situation, il va très certainement terminer Renato Moicano. Donc voilà, vous avez tous mes pronostics. Comme j'ai dit, on va regarder tous les pronostics que j'ai faits pour voir si vraiment je porte la poisse aux combattants. Plutôt que de seulement critiquer mes pronostics, pensez aussi à mettre les vôtres en commentaire. Pensez à liker la vidéo au passage. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour rien louper des prochaines interviews et des prochaines actus sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.